Nous sommes début avril 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Le coronavirus est actif sur le monde entier. On a l'impression que sa course ne s'arrête pas. Plusieurs pays se confinent, les gens restent chez eux et sortent seulement pour faire des courses. En conséquence, cette crise sanitaire a engendré, n'ayons pas peur des mots, une crise économique. La bourse s'est effondrée et plusieurs pays ne fonctionnent plus. La dernière crise financière mondiale de 2007 a impacté le marché immobilier en France. Nous sommes donc en droit de nous demander quel impact aura la crise que l'on vit aujourd'hui sur le marché immobilier en France. Nous verrons d'une part les facteurs ayant un impact haussier et les facteurs ayant un impact baissier sur le marché. Mais avant ça, regardons ce que pensent les professionnels de l'immobilier. Donc tout ça est en pause. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que les choses reprendront un cours normal rapidement. Vous avez le mérite de l'honnêteté, cher Laurent Vimont. Vous dites on ne sait pas. Mais Non, on ne sait pas, mais on a quand même l'historique. On sait ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 10 ans, notamment au moment de la crise des subprimes. Les prix avaient baissé en France, vous vous rappelez ? Je suis incapable de vous dire si le marché va redémarrer en 2 journées, si les gens vont se ruer dans les agences pour mettre leurs projets en mouvement, si les banques prêtent pas, on ne sait pas. Donc comment Pour vous, c'est pas une évidence que le marché immobilier va souffrir ? Parce que il va souffrir en volume, c'est une évidence. Mais sur les prix, on ne sait pas. Ce qui va se passer, ça mais dépend j'arrive du pas, comportement. j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer que l'immobilier s'en sorte alors qu'on va avoir une récession. Tous les experts nous le disent, au bas mot, à 5% de baisse Donc, du on ne PIB sait pas. cette année, que le chômage devrait malheureusement augmenter. Pourquoi ça Donc, on ne sait n'impacterait pas ? Il y a une bulle, il y a une bulle de protection autour de l'immobilier ? D'après ce que nous dit le président de la Fédération nationale de l'immobilier, je cite, les prix ne peuvent pas s'effondrer. Il justifie ces termes en prenant comme hypothèse le fait qu'il n'y aura plus d'offres sur le marché. On peut voir que, d'après les courbes de variation des prix, que l'immobilier s'est déjà effondré plusieurs fois dans l'histoire. On peut observer des baisses conséquentes, pouvant aller jusqu'à moins 50% sur Paris. Faut arrêter de se dire dans la tête, comme je peux entendre parfois, que les prix à Paris ne peuvent pas baisser. Je rappelle, l'immobilier parisien a déjà baissé dans l'histoire, l'immobilier parisien s'est déjà effondré et il n'y a pas de raison que cela ne se reproduise pas dans le futur. Certains agents immobiliers pourront en témoigner. Plus de chauffage, plus de téléphone. Aujourd'hui, l'agence ferme pour de bon. La crise de l'immobilier les a frappés brutalement. En quelques semaines, ils ont licencié leurs 3 employés et mis la clé sous la porte. Mais pourquoi le président de la fédération annonce que les prix ne peuvent pas s'effondrer ? Pourquoi chaque fois que nous interrogeons les professionnels des transactions, il y a toujours un grand optimisme sur le marché ? En 2008, suite à une forte baisse des transactions immobilières, les prix immobiliers étaient en train de chuter. Voici ce que disait l'ancien président de la fédération immobilière. Les prix n'ont pratiquement pas bougé, malgré tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons. Par contre, le nombre des transactions s'est effondré avec une chute de plus de 15% du nombre de transactions, qui correspond d'ailleurs à une chute du chiffre d'affaires de nos entreprises de plus de 20%, puisqu'on sait que ce sont des petites opérations qui font l'objet de transactions actuellement. Et cela m'a amené à alerter le pouvoir public sur le fait que dans les jours qui viennent, et d'ici à la fin de l'année, nous allons constater non pas 5 000, mais peut-être 10 000 pertes d'emploi dans nos entreprises. C'est curieux, en pleine période de baisse, le président est toujours confiant sur les prix. Je rappelle, lorsqu'il parlait, nous étions sur le graphique dans cette période. Il lui-même était au courant de la baisse, puisqu'il a les chiffres en direct des prix immobiliers avec les moyennes. Pourquoi donc, 2 fois d'affilée, les présidents des agences immobilières sont optimistes en plein milieu de crise ? Une réponse est simple, la communication. Il est dans son intérêt de dire que tout va bien. Imaginez-vous que ces personnes disent le contraire, des personnes ayant une crédibilité aux yeux du grand public, cela pourrait se transformer en panique sur le marché. Et ça, ils veulent éviter. Je vous invite donc, vous qui regardez la vidéo, à vous poser une question. Est-ce donc une bonne chose de nier la réalité afin de ne pas affoler le marché ? Je vous laisse en juger par vous-même. L'immobilier est un produit d'investissement, un peu plus particulier que les autres car il correspond aux besoins fondamentaux de se loger, et l'immobilier que l'on appelle l'immobilier tertiaire, lui, est une nécessité, pas pour les particuliers mais pour les professionnels, grâce aux bureaux, à la logistique et au commerce. Faut pas oublier en plus que les taux bancaires et autres conditions que nous verrons, le secteur en est fortement dépendant. Si les taux montent, l'argent coûte plus cher à emprunter, et donc il y a une diminution des acheteurs, ce qui entraîne une baisse des prix. J'ai déjà expliqué ce mécanisme dans une vidéo précédente destinée à la crise de 2020, on comprend donc que les banques ont un impact direct sur le marché immobilier. Et dans un contexte actuel d'une faible croissance et de la crise sanitaire, les taux devraient probablement rester bas. Et ceci est pour le monde entier. D'autre part, outre la détermination du taux, les banques centrales ont un autre atout dans leur manche qu'on appelle les injections de liquidité, autrement appelé le quantitative easing. Ces mesures d'injection de liquidité
pour soutenir les banques dans ce contexte ont déjà été réalisées, et notamment par la BCE. Au moment où je tourne cette vidéo, dernièrement, la banque a injecté 750 milliards dans l'économie pour pallier à la baisse vertigineuse qu'on a pu observer sur le CAC 40 au début de l'épidémie du coronavirus. Nous pouvons même observer un rebond rapidement après cette injection. Cela permet de garantir une continuité du fonctionnement du système bancaire. Les banques vont être soutenues, nous pouvons être confiants que les taux des crédits immobiliers vont probablement rester à des niveaux assez bas, même si on peut observer quelques petites augmentations au niveau des banques pour la concurrence. En revanche, il est important de garder en tête qu'en 2007, ce qui a permis, alors pas seulement, mais ce qui a permis de relancer la machine pour faire face à la crise de 2007 était une baisse des taux. Aujourd'hui, prenez bien conscience que cet outil pour relancer la machine est inutilisable puisque les taux sont déjà négatifs. Tout d'abord, il est bien de rappeler qu'il existe plusieurs marchés immobiliers. Il est important de comprendre que les prix à Marseille ne sont pas les mêmes qu'à Bordeaux car les marchés ne sont pas les mêmes. Et même si on voulait être vraiment puriste, on pourrait dire qu'il existe autant de marchés qu'il existe de biens immobiliers. Mais il nous faut prendre un ensemble et réfléchir dans les masses pour bien analyser ce qui se passe aujourd'hui. On sait que les taux impactent les transactions comme nous l'avons vu. Mais il y a une autre variable importante à prendre en compte. Les conditions d'accès au crédit. Plus un profil n'est pas risqué pour une banque, et plus il a de chances d'avoir son crédit. Pas besoin d'être un expert en immobilier pour comprendre que plus une personne a un fort pouvoir d'achat pour faire face aux mensualités de crédit, et plus elle pourra emprunter. Inversement, moins on a de pouvoir d'achat et moins on a de crédit. On comprend donc qu'il y a aussi un lien avec les conditions d'accès au crédit. Or, le Haut Conseil de la stabilité financière présidé par Bruno Le Maire recommande fortement aux banques de durcir les conditions d'accès. Il était déjà donc prévu, coronavirus ou pas, un impact sur les prix immobiliers dû aux nouvelles dispositions des banques. Comme nous l'avons vu, les banques sont les acteurs majeurs du marché immobilier. Sans les banques, il n'y a pas d'achat immobilier. Si nous regardons la situation des banques, le tableau n'est pas très rose en effet. HSBC, une banque prestigieuse, avait déjà, avant la crise sanitaire, 35 000 pertes d'emploi en ligne de mire. Pareil pour la Deutsche Bank, une autre banque prestigieuse en très mauvaise position. Celle-ci comptait supprimer 18 000 emplois. On pourrait se poser la question de la stabilité financière de ces prestigieuses sociétés qui ont un rôle extrêmement important dans l'économie. Les suppressions de postes indiquent des bilans bancaires pas très positifs. On serait en droit de supposer que les crédits seront plus difficiles à obtenir compte tenu des bilans des banques plus limités. Car celles-ci, n'oublions pas, elles doivent garantir un risque maximal. Un autre fait intéressant à observer est l'âge de la population. Si on regarde le graphique ici, on peut voir que l'âge moyen des vendeurs est de 56 ans. Donc en moyenne, la population qui dépasse 56 ans est plutôt vendeur en France. Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec la génération du baby-boom. Nous pouvons comprendre qu'une grosse masse des personnes vont être vendeurs et le sont commence à l'être. Ce phénomène est déjà en cours. Ce phénomène est global dans notre société en France. Il faut le garder en tête car c'est un élément long terme qui induit une baisse du marché car il y a plus de biens en vente. Ceci est un facteur baissier majeur. Passons à un autre facteur baissier que vous avez certainement entendu parler, l'endettement. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, nous pouvons observer la tendance des endettements en fonction des pays. La courbe noire représente la France. Elle indique que celui-ci, depuis les années 2000, nous sommes en constante augmentation. Sachez également que la dépense la plus importante d'un ménage, c'est l'immobilier. Que cela soit pour payer les loyers ou bien que cela soit pour rembourser un crédit d'une résidence principale. L'endettement des ménages par rapport à leurs revenus est donc dû en grande partie par l'immobilier. Et donc, si on prend la courbe de l'endettement, on peut observer qu'il y a une augmentation. On arrive à des seuils à 82%, ce qui était énorme. Ici, c'est un peu différent. On observe prix des logements, mais qui sont rapportés aux revenus des ménages. Cela veut dire que lorsqu'un ménage achète un bien trop cher par rapport à ce qu'il gagne, la courbe monte. Donc plus la courbe monte, plus cela veut dire que les gens achètent des logements qui ne devraient pas se permettre par rapport à un endettement, on va dire, sain. On peut voir que les courbes se sont complètement envolées. D'ailleurs, on aperçoit l'impact de la crise de 2008 et celle des années 90. Aujourd'hui, au moment où j'explique ce graphique, l'indice de cette courbe est encore plus élevé que les deux crises précédentes. Ce graphique est d'une importance capitale. Comment c'est possible que des ménages puissent acheter des biens immobiliers dont ils n'ont pas la capacité? Comment la courbe ne fait qu'augmenter depuis 2000? La réponse est simple, le soutien des banques. Aujourd'hui, il est possible de s'endetter sur 25 ans, voire 30 ans, avec des crédits financés sur la totalité des frais. À l'époque, on avait des taux d'intérêt plus élevés, mais on ne pouvait pas emprunter à plus de 15 ans. Si nous devions revenir à des endettements sains en immobilier, imaginez la baisse que cela impliquerait. Je le rappelle, 1990, certains prix en immobilier à Paris ont pris moins 50%. On peut l'observer sur la courbe. Imaginez donc ce que cela pourrait causer aujourd'hui. Je vous laisse en juger par vous-même. Mon but en faisant cette vidéo n'est pas de faire peur, mais l'idée est de vous donner un œil critique
et une analyse vous permettant de comprendre ce qui se passe sur le marché. Sachez aussi que ce n'est pas parce que le marché est en baisse que vous pouvez ne pas gagner de l'argent dans l'immobilier. Je le rappelle, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, il y a des stratégies qui fonctionnent que les marchés soient haussiers et des stratégies qui fonctionnent pour les marchés baissiers. L'idée est de ne pas faire n'importe quoi lorsque l'on investit. C'est pour cette raison que dans l'ancienne vidéo que j'avais réalisée sur la crise, j'expliquais certaines précautions à prendre avec les crédits. Comme dit Warren Buffett, c'est lorsque la mer se retire que l'on voit les gens qui se baignent à poil. Peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez quelles sont les stratégies qui fonctionnent. Eh bien, il y en a plusieurs. Et parmi celles-ci, l'investissement locatif en est une bonne. Deux choses importantes. 1. La variation des loyers dans le temps est peu volatile, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations, et donc les investisseurs ayant basé stratégie sur le loyer, comme par exemple le fait de faire du locatif avec des bons rendements par rapport au prix d'achat, eh bien ces gens-là seront peu impactés par une baisse des prix immobiliers, car ils auraient simplement à attendre que les prix remontent suite à une baisse et continuer à encaisser des loyers. Bien sûr, ces stratégies nécessitent deux conditions pour qu'elles soient optimales. La première, c'est d'acheter dans des bons endroits, des endroits où la vacance locative est moins importante. On comprend bien que si vous achetez en fin fond de la Creuse ou que vous achetez dans une grande ville comme Toulouse, la vacance locative, c'est-à-dire le risque que vous ne louez pas pendant plusieurs mois, eh bien, il ne sera pas le même. Donc le risque est à prendre en compte. La deuxième condition pour que cette stratégie fonctionne, et que le gouvernement n'impose pas le droit de laisser les locataires ne pas payer les loyers. Alors, vous pensez que ce n'est pas possible? Sachez que cela est déjà le cas aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire. L'autre indication intéressante de cette courbe est le nombre de transactions. On peut voir finalement que le nombre de transactions est corrélé au prix. Lorsque les transactions montent, le prix monte et inversement. On comprend donc que quand le président de la fédération nous annonce qu'il y aura un prix qui va stagner avec 200 000 transactions en moins sur le marché, c'est paradoxal. Autre fait important à prendre en compte, qui va dans le sens du marché baissier, en 2007, souvenez-vous que la crise des subprimes a commencé en Amérique et elle est arrivée en France avec un certain décalage. L'économie aujourd'hui étant mondialisée, un impact à un endroit du monde a un impact également sur le reste. Si nous regardons le contexte aujourd'hui en Amérique, depuis le début de la crise sanitaire du corona, nous avons une courbe du chômage qui ne cesse de croître très fort, 3,3 millions de chômeurs en une seule semaine, contre 650 000 en 2007. En une semaine. Et 10 millions de chômeurs en 2 semaines au moment où j'écris ça. Et 16 millions de chômeurs aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Autre chose, 40% des locataires à New York ne peuvent plus payer leur loyer. Sachant que l'endettement américain des ménages est énorme, les prévisions futures ne sont pas très roses non plus là-bas. Ce tsunami économique qui arrive d'Amérique est à prendre en compte et pourrait avoir un gros impact sur le marché immobilier en France. L'impact pourrait être bien plus grand que la crise de 2007, qui n'est certainement pas à comparer avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, regardons les facteurs haussiers du marché. Qu'est-ce qui fait que le marché peut tenir? Qu'est-ce qui fait que le marché peut aller dans le sens contraire de ce que je suis en train de dire depuis le début? Je rappelle, je viens de citer les facteurs baissiers. Évidemment, je ne les ai pas tous cités, il en existe d'autres, j'ai pris les principaux que vous pouvez observer assez facilement. Donc qu'est-ce qui va dans le sens du marché haussier? Eh bien, les taux bas. Les taux bas permettent de stimuler le marché. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on a des taux bas, ça permet de stimuler les emprunteurs, ce qui permet d'avoir plus d'acheteurs sur le marché. Qui dit plus d'acheteurs dit une conséquence, comme nous l'avons vu, une augmentation des prix. Puisque je le rappelle, le marché est défini par la loi de l'offre et la demande. Plus il y a d'acheteurs, plus les prix montent. Vous avez peut-être également entendu que l'immobilier, c'est investir dans la pierre. C'est tangible, on peut le toucher. Nous pouvons prendre en compte aussi que le fait que beaucoup d'épargnants retirent leur argent pour aller vers des actifs dits tangibles. Tous les gens qui ont leur argent sur une assurance vie, sur un PEA, un PEL, et ça, c'est pas des moindres en France, beaucoup d'argent sont stockés dans des assurances vie, chez des assureurs. On pourrait imaginer qu'une bonne partie de cet argent-là pourrait basculer dans l'immobilier. Je le rappelle quand même que ce n'est pas si simple que ça, et que si tout le monde le faisait, il y aurait plusieurs garde-fous qui permettraient aux assurances de bloquer le fait que les gens retirent leur argent des assurances vie. En 2007, ça n'a pas été appliqué, mais ça n'est pas passé loin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille de regarder la loi Sapin. Je vous ai évidemment pas cité tous les facteurs haussiers et pas tous les facteurs baissiers. Il en existe d'autres, je vous ai donné les principaux qui agissent sur le marché. Pour ma part, je pense que l'immobilier pourrait baisser significativement dans tout le pays en France. Mais, et je dis bien mais, il y a des variables que l'on ne maîtrise pas. Par exemple, est-ce que l'État va mettre en place un énorme plan de relance pour relancer l'immobilier? Est-ce que les banques vont injecter massivement de l'argent et soutenir l'économie des crédits des particuliers? Enfin, toutes ces inconnues que nous pouvons savoir aujourd'hui sont difficiles à mesurer. Donc aujourd'hui, je pense que l'immobilier va baisser, mais ma réponse est conditionnée par les actions futures du gouvernement. Évidemment que je ne les connais pas aujourd'hui, et donc il est difficile d'être sûr à 100%
de quelque chose. Mais si on s'en tient aux graphiques que je vous ai montrés, aux analyses que je vous ai montrées, et qu'on s'en tient aux chiffres et à la logique, la mécanique économique derrière du marché immobilier voudrait que l'immobilier baisse significativement. Attention aux personnes qui donnent des prévisions chiffrées et précises, car les modèles pour analyser, comme vous l'avez vu, sont vraiment complexes, et encore je vous ai donné une version light. Vous avez des grosses sociétés spécialisées sur les études de marché avec des armées d'analystes qui ont même du mal, eux, à prévoir le marché en termes de chiffres. Alors je vous assure qu'une personne toute seule, c'est encore plus complexe, puisque les modèles sont vraiment basés sur plein d'inconnus, comme vous pouvez le voir. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné des armes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain, et pouvoir vous forger une opinion afin de pouvoir investir au niveau de votre patrimoine le mieux possible. C'était Marvin, et c'était un plaisir de faire cette vidéo. À plus.